Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Je tiens à vous dire que tout à l'heure nous avons tenu une réunion de travail. C'est peut-être pas une réunion de travail, c'est une réunion de contact avec tous ceux qui se sont mobilisés pour canaliser cette situation que vous connaissez tous et que vous avez vécue. Ces Congolais, ces citoyens qui sont naturellement l'élite du pays sont venus pour à la fois exprimer toute leur suggestion au nouveau gouvernement, une suggestion selon leurs paroles qui proviennent du peuple. Car il est tout à fait normal que notre gouvernement provisoire soit déjà au courant de certaines situations créées par cette révolution, parce que, n'ayons pas peur de prononcer ce nom, cette révolution est pacifique, car la situation, dis-je, créée par cette révolution demande justement qu'elle soit étudiée, non pas simplement par le gouvernement qui a été choisi par la volonté du peuple, mais aussi par les plus représentatifs, les plus capables de discuter et de discerner les problèmes de l'heure. Ça devient passionnant. Passionnant. Bon bah c'est pas tout ça que j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Je suis Robert Massamba Deba, le directeur général de l'économie, le ministère de l'économie, des finances et du budget. Non, sincèrement, je ne suivais pas la radio depuis quelque temps, peut-être un trimestre ou déjà. Parce que c'est les amis qui m'ont fait découvrir en fait la régularité des émissions de Radio Forum. Et j'étais émerveillé parce que bon, pour moi qui suis très très sensible à la musique, de découvrir la richesse du fond documentaire musical de la radio. Et comme je disais à mon frère et ami Tiassé, j'ai dit me dis donc, j'allais tomber un jour quand j'avais entendu un élément sonore de Lulu Madera. Je me suis dit, mais alors là, il a fait fort, quoi. Il est allé chercher ça où? Alors, donc, vous savez, c'est ça qui nous rappelle nos moments, notre musique. Et puis, vous passez beaucoup de notre musique
Donc faites la promotion de notre musique, faites la promotion de nos musiciens, qu'elle soit la musique ancienne, qu'elle soit la musique nouvelle. C'est une option qui est très très bonne. Je pense que vous méritez bien d'être félicité de ce point de vue. Honnêtement, je n'ai pas d'objection particulière, sinon que de vous encourager à améliorer la mise en valeur de ce fonds documentaire. Au travers peut-être des émissions comme celle-ci, L'homme et son œuvre, et au travers peut-être d'une relecture de votre documentation pour essayer de classer ces chansons par thème et de dire que bon, cette semaine nous aurons comme thème ceci. Et les chansons vont donc passer par thème, par période là. Moi j'ai d'ailleurs un peu ému de reparler des chansons révolutionnaires. Vous voyez, je les ai encore recitées et replacer cela dans leur contexte et le sens que cela a été donné. Donc en tout cas, je vous encourage beaucoup. Je remercie vraiment Maître Assé pour cette initiative, la perspicacité qu'il a eue pour faire cela, et ça rend nos moments agréables à la maison, hein, je pense. Et c'est quelque chose de très très intéressant. Maintenant, nous pourrons nous retrouver peut-être ultérieurement sur d'autres aspects. Si cela est de ma compétence ou si je peux m'inscrire dans cette dimension-là, je ne manquerai pas d'apporter ma pierre à cet édifice. Donc vraiment, c'est moi qui vous remercie beaucoup, et je remercie donc particulièrement Maître Tiassé qui a réussi à m'extirper de mon programme très très chargé, mais c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à son appel, et je le remercie très sincèrement, très fraternellement. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique. Monsieur Robert, vous avez eu du succès, vous jouez un peu partout. Alors, quelle était la réaction des parents par rapport à vos activités musicales? Ce qu'il faut peut-être relever, c'est que j'avais la chance d'abord de naître d'un père artiste. Mon père était un footballeur, un bon footballeur. Il jouait des deux pieds. Instantanément, il pouvait tirer du pied gauche comme du pied droit. Il savait jouer de la flûte. Et c'était un mélomane de la musique. Donc, il ne s'étonnait pas que son fils soit footballeur. Mon grand frère était footballeur dans l'AS Bantou. C'est eux qui ont fait l'AS Bantou, avec les Nganga Barat, l'Arbi, tout cela. Donc, moi aussi, j'étais footballeur. J'étais le capitaine de l'équipe du collège de Boko. Et musicien, lui-même c'est un jeu de la flûte, donc musicien, mélomane de la musique, et il était tout à fait en phase. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il était d'autant plus en phase que notre groupe était l'expression culturelle des enfants, dans un contexte scolaire. Donc par conséquent, il était tout à fait à l'aise. Si bien que lorsque certaines personnes ont voulu utiliser cette situation pour, pour dégrader nos relations avec papa, notre quiétude familiale, ils sont allés lui dire, mais ton enfant, il traîne ton grand nom dans les bars, c'est pas normal ça, comment il peut gaspiller, fouler au pied ton nom? Alors papa très calmement avait dit, ah oui, mais c'est quel orchestre, comment s'appelle l'orchestre? Ah, les techniciens. Ah, mais c'était un orchestre d'où? Oh, mais c'est un orchestre de l'école. Mais alors, si c'est l'orchestre de l'école, qu'est-ce qui vous embête là-dedans? Vous avez peur de quoi? Et voilà comment il avait fait taire toutes les supputations et autres coups bas qui allaient faillir germer. Donc, les relations, et pratiquement personne n'avait de problème avec ses parents. Ni Roch Mavouniak, dont le père était directeur des PTT, donc ni tous les autres collègues qui étaient avec nous. Personne n'était inquiet de ce que son enfant puisse aller à la dérive. Non. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Fidèle à notre ligne éditoriale, nous allons évoquer d'abord deux sujets d'actualité avant de rentrer dans justement l'évocation de cette 7e partie. Premièrement, nous allons vous parler du feuilleton de la dictature, notamment la venue du Congo qui se joue dans le marchandage du terminal de Njeno. Le criminel Sassou Nguesso exige 600 millions d'euros pour sauver sa dictature. Tous les Congolais savent que le pétrole de Pointe-Noire
n'a apporté au Congo qu'une insolente richesse à quelques-uns et une extrême pauvreté insoutenable maintenant à l'ensemble de la population, toutes les régions confondues. Et d'ailleurs, à défaut de reprendre l'article de Rigobert au CEBI, qui donne les détails dans Congo Liberty, je vous dis tout simplement que c'est une affaire que nous allons développer dans les prochaines éditions. Donc la deuxième partie de l'actualité, nous parlons de Ouattara qui est devenu le plus grand menteur de Côte d'Ivoire. Voici ce que relate Afrique Éducation, que vous pouvez lire soit en ligne ou que vous pouvez vous procurer dans les kiosques. À propos de Ouattara, le 7e sommet ordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu lundi 7 septembre à Niamey, au Niger, a été de nouveau l'occasion pour les chefs d'État et gouvernement de s'écharper. Du coup, le donneur de leçons en chef de la démocratie pour les autres, le président de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, en a pris pour son grade. Une nouvelle fois, toujours en présence du président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, qui lui avait passé un savant lors du dernier sommet en visioconférence, en lui faisant savoir contre toute attente qu'il ne pouvait pas se borner à condamner le coup d'État au Mali, comme il le faisait et ignorait son propre coup d'État qu'il organisait contre la constitution de son pays. Un troisième mandat qui lui est formellement interdit. Le président bissau-guinéen, cette fois-ci, n'a rien dit, laissant le grand frère Mouhamadou Bouhari parler à sa place. Et d'ailleurs, selon Garba Shehu, porte-parole du président nigérian, le président Mouhamadou Bouhari a mis son homologue ivoirien mal à l'aise en le mettant dos au mur et en tenant des propos pour le moins sans équivoque. En tant que dirigeant de nos États membres, a-t-il dit, de la CEDEAO, nous devons adhérer aux dispositions constitutionnelles de nos pays, en particulier sur la limitation des mandats. C'est un domaine qui génère des crises et des tensions politiques dans notre sous-région. Cet appel à la retenue est lié à la nécessité de garantir les élections libres, justes et crédibles. Cela doit être le fondement de la démocratie dans notre sous-région, tout comme la nécessité d'adhérer à l'état de droit. Fin de citation. En tout cas, vous pouvez trouver cette déclaration ou cette disposition dans le journal Afrique Éducation. De retour à Abidjan, dans la même journée, Alassane Ouattara, le menteur d'Abidjan, fidèle à l'écart qu'il a l'habitude de prendre sur la vérité, a fait un compte-rendu biaisé de ce sommet en évitant soigneusement de parler de cette importante recommandation de Mohamed Bouhari, président de la principale puissance de la CEDEAO. La déception à l'égard de Ouattara, qu'on appelle déjà couramment le menteur d'Abidjan, est unanime en Afrique et au sein de la diaspora africaine mondiale. Et nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, justement, nous relayons cela. Il est donc l'exemple type de dirigeant dont on n'a plus besoin à la tête d'aucun État africain. Moi, j'aime. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant. Bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, nous entamons la 7e partie de l'évocation des 60 ans de l'indépendance du Congo. Maintenant, nous parlons de la première partie de la gouvernance du président Alphonse Massamba Deba et les dérapages de la pseudo-révolution menée par Pascal Issouba, Ambroise Mazalaï,
ses deux premiers ministres, Ndalagraï, Mbéry Martin, responsable de la jeunesse, et ensuite par Ange Diawara Bidier, responsable de la défense civile, Marien Ouabi, représentant de l'armée au sein du mouvement national de la Révolution, Pierre Nzé, Sassou Nguesso, Yomi Opango et bien d'autres pseudo-marxistes-léninistes. Donc nous évoquerons dans les prochaines émissions notamment les parties 9 à 12, cette longue escroquerie qui se produit toujours jusqu'aujourd'hui sous d'autres formes, par un habillage des réseaux et factions maçonniques, après avoir provoqué un long drame du Congo, drame évoqué à la conférence nationale souveraine, et malheureusement, le peuple congolais a été plongé encore dans un long sommeil, le sommeil de la dictature, mené par Sassou qui continue justement à faire souffrir le peuple congolais. Tout d'abord, j'ai voulu volontairement introduire le témoignage de mon frère et ami d'enfance, Jean-Robert Massamba Diba, qui m'a permis, adolescent, de fréquenter les jardins de la pelouse du palais présidentiel, où nous jouons au foot pelote. C'est dans ces circonstances, en effet, que j'ai croisé et salué avec certaines connaissances de son fils Robert, donc, le président Alphonse Massamba Diba, qui était très aimable et attentif à nos yeux. J'ai un souvenir, d'ailleurs, je garde un meilleur souvenir, le jour où le président Alphonse Massamba Diba se faisait coiffer, se faisait tondre donc les cheveux, à quelques mètres de là où nous tapons sur un ballon CA Sport, à l'époque c'était CA Sport. Il s'est levé pour qu'on nous serve du jus, de l'eau et des gâteaux après le match, tellement qu'il faisait très chaud. Ce sont des images qui m'ont marqué, alors que nous avions à peine entre 11 pour les uns et 14 ans pour les autres, sur la pelouse du palais présidentiel actuel qu'on appelle le Palais du Peuple. En face, non loin, il y avait justement le tennis club. Je veux également parler de vieux Joseph Nkewa, parce que je vous montre les images de ce sage du Congo. Deuxième écueil, le tribalisme ou le régionalisme. Un tribunal traditionnel. Le président s'appelle Nkewa, le chef de l'ethnie des Lari. 50 000 personnes à Brazzaville, 200 000 dans le pays. Ce chef, qui règle une affaire de divorce, est aussi une puissance politique. Je veux en parler du vieux Joseph Nkewa, puisque j'entretenais des bons rapports avec lui. Il était un chef Sundi et proche de mes parents, comme lui d'ailleurs ressortissant de Mpangala, mais venu de Kongolan-Totela. Il ne cessait de le dire d'ailleurs, qu'il venait de Kongolan-Totela. Et que l'appellation Congo, attribuée aux ressortissants de Timboka devenu Boko, était un abus de langage selon lui, car les Bokotois sont bien les Sundis. La preuve, Tabiza était bien un Congo. Ceux qui se disent Congo, Lari, Sundi ou Congo ou Bokotois, qui se réclament d'ailleurs Congo Nseke, ne doivent pas céder au programme des fractionnistes, comme l'ont voulu certains détracteurs de l'unité des Bas-Congo. Aujourd'hui, les Kolela, Nsilou, Mvuba, Mampuya Elo, d'ailleurs ce dernier qui veut s'accaparer du site historique de la Foulakari, sont de ceux-là
Le vieux Joseph Nkewa m'avait révélé et m'avait prévenu de ne pas suivre et m'associer à tous ceux qui vont chercher à sacrifier plusieurs milliers de victimes pour occuper des ministères. Et me dira, les Ndoki de l'unité du Poul viendront du dehors. Et donc il faut faire attention. Comme plus tard, en 1974, Tachibuni Henri Michel, que certains présentent comme étant, je ne sais pas quel nom ils ont dit dans les réseaux sociaux, mais en fait c'est mon grand-oncle maternel. Il m'avait mis en garde contre les sectes, ou les cercles occultes téléguidés de l'extérieur. Ceci se voit, et cela s'appelle aujourd'hui la fraternité maçonnique. Ces cercles vont infiltrer le Congo et chercheront à détruire le Poul et le Congo tout entier. Voilà ces prévisions. C'est ainsi que, comme m'avait dit Tankewa, je reviens sur Tankewa, premièrement, tu dois agir pour réconcilier les Congos. Le Congo est reconstruit son unité en vue d'un développement intégral. Deuxièmement, donner naissance à une nouvelle vie publique dans le pays par une discussion politique à l'abri de toute influence et pression étrangère dans le cadre des réalités objectives nationales. Tu es un Badianseke. Contrairement à ce que pourraient penser les esprits hâtifs, paresseusement promptes à la critique sur simple impression ou racontard de la rue, ou au jugement haineux ou facile de certains imbéciles, tu dois amener tous les enfants du Congo à la réflexion sérieuse, afin que tout Congolais, il ne demeure à jamais, dans chaque cœur, dans chaque foyer, Larisundi, Kongo Nseke, Teke, Rangala, Kenge, Bembe, Ramaba, Kamaba, Kuyu, Dondo, Yombe, Vili, Kuni, Yaka, Yu, Mvumbu, Saz, Nsayi, Lale, Mpunu, Lumbu, Bwisi, Nsangi, Mbamba, Nsayi, Nzambi, Mboshi, Kukuya, Akwa, Unu, Fumu, Nziku, Ngangulu, Teke Alima, Moi, Likuba, Ngare, Mbonga, Kota, Bungili, Babole, Mbonjo, Bukiba, Kouei, Njem, Meke, Bomali, Lino, Pomo, Kabunga, Bumasa, Bomitaba, Budongo, Banjongo, Inyele, Ikenga, Bakoro, Kaka, Pande, Mbaka, Banza, Bangala, Sanga, etc. Peut-être que j'aurais oublié d'autres. En tout cas, également toutes les régions naturelles du Congo, de Kwilu à la Lipala, tirent profit au Poul de toutes les expériences de sa position particulière au sein de la nation qui a permis de mieux vivre les premières années de l'indépendance. Car contrairement à certains jugements, le Poul, c'est la région du Congo la plus pénétrée de l'idée et de la nécessité d'amener nos ethnies au stade du peuple uni, de donner rapidement au Congo l'état d'une nation moderne. Oui, le Poul que chacun s'emploie à bafouer, calomnier, flétrir, humilier, persécuter, agresser, et sans nul conteste la région du Congo la plus en avance sur l'idée et la pratique de la conscience nationale. Cela se traduit notamment par son intéressement constant à la vie politique nationale, que toute la région doit se mobiliser pour sauver le pays, que toute la région du Poul doit se mobiliser pour chasser le loup Sassou Nguesso qui erre dans la bergerie du Poul et qui a pris la population en otage avec la complicité de certains fils du Poul à la tête, les clans que vous connaissez. Que le peuple résiste à la tyrannie de Sassou Nguesso
qui veut exproprier les terres ancestrales au profit des étrangers. Que le pôle se révolte contre les leaders politiques qui jouent le jeu de Sassou Nguesso. Que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur. N'oubliez pas que ce soit toujours considéré le pôle comme sa bête noire, celle qu'il faut abattre. Souvenez-vous de l'assassinat de Marie Ngouabi, qu'il a mis sur la responsabilité des fils de poule. C'est pour cela que je termine ce propos justement. En tout cas, pour moi, je plaide pour la fédération. La fédération, le Congo doit être une fédération pour retrouver la paix. La fédération est le système le plus sûr pour favoriser la paix, l'unité et la reconstruction du Congo. Il faut donc une nouvelle loi fondamentale qui atteste la volonté de faire de la République du Congo un système fédératif qui fait de l'État une fédération et le divise en plusieurs entités fédérées, qui sont des régions. En vertu donc de ça, de la double séparation des pouvoirs au Congo, les régions auront donc chacune des institutions qui leur seront propres. Chaque région fédérée aura sa propre constitution, tout en reconnaissant la loi fondamentale qui est une loi commune. La propre constitution, c'est une constitution interne. La cuvette aura sa constitution, la Songa aura sa constitution, la Likwala aura sa constitution, les plateaux aura sa constitution, le Poul aura sa constitution, la Bouenza, la Likumu, le Niari et le Kwilu. Également, chacune de ces régions aura sa constitution. Toutes les entités régionales donc doivent se référer au modèle institutionnel en vigueur au niveau fédéral, car chaque entité régionale est un modèle réduit de l'État fédéral à l'échelle régionale. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire des dérapages pour parler de la scission Congo Sud ou Congo Nord. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que l'expérience de la fédération n'est pas unique au Congo. Que les gens ne pensent pas que nous allons faire une sécession. Non. L'entité fédérale permettra de lier intimement la gouvernance régionale ou départementale, comme vous voulez, et le développement humain durable. La gouvernance régionale gérera les affaires d'un département ou d'une région à tous les niveaux, politiques, économiques et administratifs. Elle comprendra les processus, les mécanismes et les institutions au moyen desquels les citoyens et les divers groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs droits, assument leurs obligations et négocient leurs différends. Ainsi, la gouvernance au niveau des régions fédérées est liée à la lutte contre la pauvreté. C'est ça qui est important. Et justement, ça réglera en grande partie le problème du respect des droits fondamentaux de chaque citoyen ou de chaque collectivité. La fédération, c'est l'application concrète d'une meilleure décentralisation des pouvoirs dans le pays. Ce n'est pas une division. Chaque région ou département, en renforçant la démocratie locale et une meilleure libéralisation économique, pourra ainsi mettre sur pied un programme de réduction de la pauvreté. L'extrême pauvreté constitue une violation des droits fondamentaux de l'individu. C'est pourquoi chaque entité fédérée va s'appuyer sur les trois composantes, la contribution de l'État central, c'est-à-dire que le privé également, donc l'acteur économique, et la société civile qui va se constituer en coopérative et ONG, organisation non gouvernementale. Ces trois composantes vont ainsi contribuer dans leur rôle respectif au développement humain durable, en mettant en œuvre les conditions politiques, juridiques, économiques et sociales visant à la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, la protection de l'environnement, la saine gestion des affaires publiques, la mise en place du système juridique cohérent et crédible, et le respect des droits de la personne.
Et d'ailleurs, à ce propos, Moudi Leno voulait créer une université du droit coutumier et en permettant justement aux vieux Nkewa que vous venez de suivre, de donner des enseignements de notre pratique coutumière. Comme vous le savez très bien, le droit a une essence également de coutume. Car comme vous le savez, en droit, la coutume est une règle issue des pratiques traditionnelles et d'usages communs consacrés par le temps et qui constitue une source de droit reconnue par les tribunaux. Elle peut suppléer la loi ou encore la compléter, à condition de ne pas aller à l'encontre d'une autre loi. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est dans cet esprit que Maître Moudi Leno Masengo voulait instaurer une université de la coutume dont le vieux Nkewa aurait pu être un des enseignants. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Alors, après cette révélation sur la mission qui est la mienne, celle de diffuser le message d'amour, je me permets de vous présenter qui est Alphonse Massamba Deba. Alphonse Massamba Deba naquit en Kolo le 11 février 1921 dans la province Sundi de Kongoren-Totela, située dans les Tiboka, devenu Boko. C'est un Sundi, communément appelé Congo, parce qu'il n'y a pas de tribu qui s'appelle Congo. Ça n'existe pas. Le Congo, c'est l'ensemble du groupe qui est composé de beaucoup de tribus. C'est le blanc qui nous a mis le terme tribu. Il parle du Congo, quand il y a plusieurs ethnies, le Congo doit avoir une soixantaine d'ethnies. Mais en fait, heureusement qu'ils ont su corriger quelque part en parlant de groupe. Parce qu'il y a le groupe Congo, le groupe Teke et le groupe Mbushi. Donc, Massamba Deba fait ses études primaires à l'école régionale de Boko. Il poursuit ses études à l'école Édouard Renard de Brazzaville avant d'être admis à l'école des cadres de la F où il sort instituteur. Il est marié à Marie Sona. Il a plusieurs enfants, dont mon ami et frère Jean-Robert Raphaël Massamba Deba, que vous venez de suivre dans son témoignage sur les programmes du Forum et lors de sa participation à l'émission L'artiste et son œuvre. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de suivre l'intégralité de cette émission. Alphonse Massamba Deba, en tant qu'instituteur, il commence à enseigner au Moyen-Congo, son pays, avant d'exercer de 1945 à 1948 au Tchad. C'est pendant son séjour au Tchad qu'il va s'engager en politique par adhérer à l'association des évolués du Tchad, dont il sera secrétaire général. D'ailleurs, souvent il y a une confusion parce que le fait d'avoir été secrétaire général dans l'association des évolués du Tchad, les gens parfois attribuent le fait que Massamba Deba soit tchadien. Non, c'est faux. Cette association jouera un grand rôle dans la lutte nationaliste. Il fait la connaissance de François Tombalbaye, comme lui, de formation instituteur et de confession chrétienne protestante, et membre du Parti progressiste tchadien PPT, section locale du Rassemblement démocratique africain RDA, proche de la gauche française de la 4e République, parti dirigé au Tchad par Gabriel Francisco Lizette, homme politique franco-tchadien, né le 2 avril 1919 à Puerto Bello, au Panama, et qui est décédé le 3 mars 2001
à Port-de-l'Âne, dans les Landes en France, dans le sud de la France. Lisette donc a joué un rôle important dans la formation d'Alphonse Massamba Déba. Et Lisette, c'est un grand combattant de la décolonisation de l'Afrique. Il a été député de 1946 à 1951, ensuite de 1956 à 1958 à l'Assemblée nationale française. Vous voyez les photos. De retour au Congo, Massamba Déba est membre du PPC de Jean-Félix Tshikaya. Il est donc nommé directeur d'école à Moussenjo de 1948 à 1953, puis à Mindouli de 1953 à 1956, date à laquelle il fait la connaissance de l'abbé Fulbert Youlou, nommé à la paroisse de Mindouli. L'abbé Fulbert Youlou va créer son parti en 1956, l'Union démocratique de défense des intérêts africains UDDA, et Massamba Déba en sera l'un des tout premiers membres. À partir de 1957, Alphonse Massamba Déba est directeur à l'école laïque de Bakongo, devenue école primaire Kewa Joseph, à Brazzaville, la capitale fédérale de l'Afrique équatoriale française, l'AF. En 1959, Massamba Déba est nommé directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale dirigé par Prosper Ganzian, l'un des hommes de confiance de Fulbert Youlou, Premier ministre. D'ailleurs, je vous raconte l'anecdote, lorsque les Belges sont chassés de la RDC en 1961, ces derniers vont être accueillis au Congo sous la protection du président Fulbert Youlou. Les réfugiés belges seront hébergés au lycée Sarouna de Brazza, à Bakongo. Le gouvernement belge, en signe de reconnaissance, va construire les 2 nouveaux bâtiments qui sont au centre d'une capacité de 800 à 1000 élèves à titre de remerciement au président Fulbert Youlou. Ils offriront également une voiture Palace au président Fulbert Youlou. Mais ce dernier va remettre ce véhicule à son ministre Ngonzian, qui était justement chargé d'accueillir ces réfugiés belges. L'un des cadres de l'UDDA, donc Massamba Déba, est élu député à l'Assemblée nationale en 1959. Il occupe la fonction de président jusqu'en 1961. Lors de la proclamation de la République, une première divergence apparaît entre Fulbert Youlou, Premier ministre, et Massamba Déba, président de l'Assemblée. Massamba Déba devient alors ministre du Plan et de l'Équipement. En mai 1963, Massamba Déba quitte le gouvernement à la suite des divergences de plus en plus prononcées avec le président Fulbert Youlou. Le 15 août 1963, les chefs militaires Monsaka et Mouzavakani appellent Alphonse Massamba Déba au pouvoir. Il devient chef du gouvernement provisoire et constitue un cabinet réduit. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105. Moi j'aime. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Nous, commandant Monsaka David, chef d'état-major de l'armée congolaise, vu la démission de M. l'abbé Fulbert Youlou de la magistrature suprême, vu l'acte de transfert signé par M. l'abbé Fulbert Youlou, nous confiant les pouvoirs civils, politiques et militaires, décidant. Les pouvoirs civils, politiques et militaires sont transférés à compter du 16 août 1963 à M. Massamba Déba Alphonse, chef du gouvernement provisoire, fait à Brazzaville le 16 août 1963. Quel cadeau, quel signe de reconnaissance pour un homme politique.
Alors qu'il s'était retiré depuis quelques mois dans un village, les syndicalistes soutenus par la rue qui ont poussé le président Fulbert Yulu à la démission sont venus nuitamment le chercher pour lui confier la présidence de la République du Congo. Massamba Deba devient ainsi, le 16 août 1963, le second chef d'État de la jeune nation indépendante depuis 3 ans seulement. Il est donc le principal bénéficiaire de ce que l'on appellera plus tard la révolution des Trois Glorieuses. Donc le ministère se compose d'un Premier ministre et 7 ministres conformément aux vœux des syndicats. Ce matin, au Palais, s'est tenue une séance de travail entre les nouveaux ministres et les membres du comité de fusion des organisations ouvrières. À 11h30, à l'issue de cette réunion, M. Massamba Deba, Premier ministre, entouré de ses collaborateurs, a fait la déclaration suivante. Je crois que je vais vous décourager en vous disant que ce n'est pas l'heure de faire une déclaration comme vous osez l'espérer. En effet, cette déclaration sera faite très prochainement, peut-être ce soir, peut-être demain, mais de toute façon vous serez avertis soit par notre radio nationale, soit par une circulaire. Cependant, je tiens à vous dire que tout à l'heure nous avons tenu une réunion de travail. C'est peut-être pas une réunion de travail, c'est une réunion de contact avec tous ceux qui se sont mobilisés pour canaliser cette situation que vous connaissez tous et que vous avez vécue. Ces Congolais, ces citoyens qui sont naturellement l'élite du pays sont venus pour à la fois exprimer toute leur suggestion au nouveau gouvernement, une suggestion selon leurs paroles qui proviennent du peuple. Car il est tout à fait normal que notre gouvernement provisoire soit déjà au courant de certaines situations créées par cette révolution, parce que, n'ayons pas peur de prononcer ce nom, cette révolution est pacifique, car la situation, dis-je, créée par cette révolution demande justement qu'elle soit étudiée, non pas simplement par le gouvernement qui a été choisi par la volonté du peuple, mais aussi par les plus représentatifs, les plus capables de discuter et de discerner les problèmes de l'heure. À Paris, l'on s'interroge sur l'attitude que va adopter ce personnage entouré de syndicalistes qui ne cachent pas leur sympathie pour le socialisme. Ce n'était pas Massamba Deba que Paris soutenait. L'Élysée, en restant l'arme au pied, en laissant tomber Fulbert Yulu, avait espéré installer Paul Kaya, considéré comme proche de la France aux affaires. Avec Massamba Deba hissé à la tête de l'État par des socialistes, par ceux qui se considèrent comme des progressistes, l'on redoute un revirement ou en tout cas un refroidissement des relations de Paris avec Brazzaville, l'ex-capitale française d'Afrique, où l'ancienne puissance colonisatrice compte encore une importante base militaire, la plus importante d'Afrique centrale. Massamba Deba va-t-il maintenir les relations privilégiées avec Paris? Et maintenant, dites-vous, eh bien, inutile de vous dire que c'est aussi la question que l'on se pose ici. Un premier point est à noter. La révolution a été menée avec une rapidité et une précision remarquables. Deuxième point, il y a eu relativement peu de dégâts. Bien que l'on ne connaisse pas le nombre exact des victimes, tout porte à croire qu'il n'est pas élevé. Troisième point, les chefs syndicalistes et les chefs de l'armée nationale ont su contrôler l'action des éléments troubles qui, à l'occasion de cette sorte d'événement, cherchent à brouiller les cartes. La nouvelle équipe ministérielle, composée d'hommes jeunes, compétents, dévoués à la chose publique, inspire confiance. Le premier acte du gouvernement provisoire a été de remercier l'armée française. L'armée française a fait preuve, j'en ai été plusieurs fois le témoin, d'un sang-froid remarquable dans des moments critiques où l'affaire pouvait prendre très mauvaise tournure.
Le gouvernement provisoire a associé à ses remerciements le général de Gaulle pour sa politique de décolonisation et il est évident que celle-ci est liée à l'attitude de non-ingérence de l'armée de la communauté. Le gouvernement provisoire a précisé d'autre part dans un communiqué officiel que tous les actes et traités internationaux conclus par les précédents gouvernements étaient maintenus et il a réaffirmé son amitié avec la France. Il a garanti la sécurité des biens et des personnes étrangères résidant au Congo. Ici, Brazzaville, à vous Paris. Massamba Deba, qui est désormais le président de la République du Congo, va faire adopter une nouvelle constitution qui tient compte de la sensibilité des syndicats, des membres de son gouvernement qui l'ont installé. Il est le président de la République. Il a un premier ministre chef de gouvernement. En décembre de la même année 63, il est le candidat unique à la présidentielle qui l'organise. Il est élu à 100% des suffrages exprimés. Il nomme alors Pascal Lissouba au poste de Premier ministre. En réalité, il s'emploie à organiser les forces qui l'ont porté au pouvoir au sein d'un parti unique, organe suprême de la nation comme il le baptise. C'est le Mouvement national de la Révolution, le MNR, qui est constitué le 2 juillet 1964. Il en est le secrétaire général. Et André Noumazalaï, qui représente un peu l'aile la plus à gauche des militants, le secrétaire politique. Pour ceux qui en doutaient encore, le virage à gauche est amorcé. Même si le président Massamba Deba ne veut pas du socialisme prôné par un certain nombre des membres du gouvernement, on discute de plus en plus du rapprochement avec certaines nations du bloc de l'Est dans cette période de guerre froide. Il est obligé de freiner les ardeurs des plus radicaux qui veulent tout de suite instaurer une nation socialiste. Au sein du mouvement national de la Révolution, le MNR, Massamba Deba doit faire face à son aile gauche qui milite en faveur d'un socialisme scientifique calqué un peu sur le modèle des pays de l'Est. Une conception à laquelle s'oppose le président de la République qui, bien que de sensibilité de gauche, souhaite que l'idéologie socialiste tienne compte ici des réalités locales, des traditions africaines. C'est ce qu'il va appeler le socialisme bantou, par opposition au socialisme scientifique que prône une bonne partie des membres du mouvement national de la Révolution. Alphonse Massamba Deba. Le peuple congolais, quant à lui, ne nourrit aucune hostilité contre personne. Fidèle à son génie et à sa philosophie bantou, il offre son hospitalité à tous les hommes sans s'occuper de leur foi, de leur idéologie ou de la couleur de leur peau. D'aucuns prétendent qu'ayant choisi dans le domaine économique l'option socialiste, le Congo était devenu rouge. Mieux, un satellite du bloc de l'Est. Un pion de la Chine, disent les autres, l'épouvantail du siècle. C'est faire preuve de légèreté que de juger les peuples africains, et plus particulièrement le peuple congolais, d'après les règles extra-africaines. Ce que je sais, c'est que le peuple congolais n'appartient à personne. Il n'appartient qu'à lui-même. Et tous les efforts qu'il tente ou qu'il déploie aujourd'hui ne trouvent leur justification que dans le souci constant qu'il a d'être indépendant, c'est-à-dire fidèle à lui-même. Le non-alignement n'est donc pas un simulacre. C'est une réalité facile à démontrer par nos actes, par les rapports que nous avons avec toutes les nations, de quelque continent ou idéologie qu'elles appartiennent. La politique économique pratiquée par mon pays suscite aussi beaucoup d'épouvante, alors que toutes les sociétés privées existent et n'ont subi aucune nationalisation. Les garanties de transfert de leurs capitaux existent aussi, mais leur bonne foi, je ne dis pas leur mauvaise foi, est telle qu'en un an, elles ont expatrié du Congo plus de 13 milliards de francs CFA pour une entrée de moins de 700 millions. Je ne parle pas d'exploitation. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs.
droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitalier. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 830... Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génie. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Décoloniser économiquement un pays est le plus difficile. Monsieur Massemba Deba, président du Congo-Brazzaville, le reconnaît franchement. Congo, c'est un pays qui est encore, si vous voulez, une colonie, dans la mesure où l'on sait que tout ce qu'il y a comme structure économique appartiennent non pas aux Congolais, mais aux expatriés, qu'ils soient des Français, des Américains, des Belges, des Portugais, etc. Mais enfin, est-il que ce ne sont pas des Congolais. Et lorsque vous êtes à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou dans n'importe quelle ville du Congo, ce n'est pas une usine congolaise. Sans doute, elle portera le nom d'une usine congolaise, mais il n'y a aucun capital congolais dedans. Sans doute qu'on l'appellera société congolaise de ceci ou de cela, mais il n'y a même pas un franc congolais dedans, ou tout au moins un franc qui appartienne aux Congolais dedans. Et ce qui fait que le peuple congolais est en dehors, si vous voulez, du circuit commercial. Si en France, tout ce qu'il y a comme magasin, comme usine, comme société, appartiennent soit à des Anglais, à des gens extérieurs, et que le peuple français n'ait pas absolument du tout quoi que ce soit sur ces circuits économiques, quelle serait à peu près la réaction du peuple français? Si réellement les Congolais avaient des capitaux, nous les orienterions vers le capitalisme. Parce que pour tous ceux qui ont des capitaux, il n'y a pas un système viable que le capitalisme. Mais pour ceux qui n'ont pas de capitaux, je ne sais pas exactement quel est le système qu'on peut nous recommander. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. FRTVH, la télé des droits de l'homme, 831.25 ou canal 66. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Cette option politique ou idéologique de Massemba Deba, que l'on dit trop à gauche, ne fait pas l'unanimité au sein du mouvement national de la révolution, le MNR. Comment expliquait-il son socialisme bantou? En quoi cela consistait exactement? Et qu'est-ce qu'il opposait au socialisme scientifique des autres? Le socialisme bantou, c'est un collectivisme traditionnel. Or, bien sûr qu'il existe la solidarité grégaire, mais cette solidarité-là ne peut pas résister à l'époque moderne, où les choses ne se passent plus dans un cadre communautaire ou communautariste, mais les choses se passent dans un cadre national, voire même international. Donc à ce niveau-là, moi,
j'étais pour le socialisme scientifique, mais la question de choix va se poser au congrès du MNR, le Mouvement National de la Révolution, et ce congrès aura lieu du 29 juin au 2 juillet 1964. Et c'est à ce moment-là que la question de l'option va se poser. Mais avant cela, nous avons réussi à créer un élan national qui dépassait de loin les clivages ethniques et tribaux. Une opposition idéologique que chaque membre du mouvement national de la Révolution va s'employer à terre pendant la première année du régime. L'heure est à la construction de la nation, au redressement national comme on disait à cette période. Surtout que le président Massamba Deba jouit d'une sérieuse réputation de gestionnaire avec un sens de l'intérêt public particulièrement fort. L'économie nationale dont il hérite est dans une situation déplorable, avec un budget en fort déficit. Il va donc s'employer à établir la rigueur dans la gestion des affaires publiques et à diversifier les aides étrangères en s'ouvrant notamment aux pays du bloc de l'Est. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Forum FM 105. Moi, j'aime. Alors nous avons le professeur Lissouba, mais c'est aussi un homme politique. En 1963, il a introduit pour la première fois le marxisme au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, à l'écart d'un pouvoir qui l'a profondément influencé, il juge l'économie de son pays une économie chancelante. Même si les sociétés européennes continuent d'y prospérer, le drapeau rouge n'est pas une bonne publicité pour les investissements étrangers. Et quels sont les efforts que le gouvernement a pu faire, enfin les gouvernements ont pu faire au cours de ces 10 ans pour créer une industrie locale? Ces efforts ne peuvent pas être qu'internes. Il est évident que l'idéal serait, c'est un point de vue strictement personnel, l'idéal serait la mise en route de grosses industries à partir de nos richesses, à partir de ce que nous avons comme potentialité. Mais ceci se heurte à un certain nombre de considérations, disons, qui se situent sur le plan international, sur le plan des aides, car nous ne pouvons pas de nouveau créer une industrie sans le concours d'une aide extérieure. C'est-à-dire que fondamentalement, pratiquement, vous êtes toujours dans une forme d'économie coloniale. Vous l'avez dit, vous avez dit le mot. C'est une forme d'économie coloniale, autrement dit, peut-être pas strictement cueillette, mais on ne peut pas éviter, disons, longtemps ce mot. C'est-à-dire que vous fournissez des matières premières, mais vous ne transformez jamais ces matières premières vous-même. On transforme très peu, ou le peu que nous transformons ne suffit pas à appeler nos pays, disons, à lancer nos pays vers l'industrialisation. On parle traditionnellement de l'aide aux pays en voie de développement. Est-ce que vous estimez que cette aide vous permet, cette industrialisation, au contraire, vous enferme dans cette économie de type colonial ? Nous pouvons dire que cette aide nous enferme dans certains sens. Je ne veux pas par là dire que l'aide est inutile. Non, je viens de vous dire tout à l'heure que pour faire une industrialisation, nous devons compter sur l'apport extérieur. Mais l'aide telle qu'elle a été dispensée jusqu'ici, en revoyant notre bilan, je parlais d'hôpitaux, d'écoles, etc., ceci, disons, nous a plutôt enfermés, parce que devant faire face à des problèmes de fonctionnement de ces structures sociales, c'est évident que cela nous crée des charges qui nous empêchent de nous tourner d'une manière fondamentale et décisive vers les problèmes d'industrialisation ou même vers les problèmes du monde paysan que nous avons délaissés jusqu'ici. L'aide vous coûte alors ? L'aide coûte cher. Sur ce plan déjà, elle nous coûte cher du fait des dépenses, disons, induites, des dépenses de fonctionnement, et l'aide nous coûte cher du fait que notre économie est de cueillette. Mais est-ce que les Chinois, par exemple, ont mieux compris ce problème de l'aide qu'ils pourraient vous apporter ? En ce qui me concerne, je ne vous cacherai pas sincèrement que j'ai été satisfait de ma collaboration quand j'ai été avec le gouvernement chinois sous cet aspect. Je ne peux pas dire la même chose de tous les pays socialistes, bien entendu.
L'usine textile de Kinsundi, construite avec l'aide de la Chine. 1300 ouvriers, pour l'instant en déficit, en fait une école de formation ouvrière et de formation politique. Unité, lutte socialiste. Classe ouvrière. Unité, lutte socialiste. Classe ouvrière. Unité, lutte socialiste. Cette usine devrait permettre dans 2 ans d'habiller tous les Congolais. Les citations, vous voyez à la page 143. S'il faut comprendre, dans tout travail, l'autoritarisme est une... Tous les matins, la journée commence dans les ateliers par la lecture commentée du petit livre rouge de Mao et ensuite par une longue séance d'autocritique, souvent en présence du directeur de l'usine. Puisque nous voyons parmi nous le camarade directeur. Merci camarade. Comme vous avez remarqué, camarade, que depuis un certain moment, nous parlons des normes de la productivité. Tous ceux qui ne seront pas capables d'atteindre ces normes ne mériteront pas le salaire qu'on leur paye actuellement. Parce que le salaire sera calculé en fonction de ce qu'ils ont produit. En ce moment-là, c'est la justice. Et c'est le principe même du socialisme. Celui qui travaille bien et plus mérite plus. Celui qui travaille moins mérite moins. À chacun selon ses forces. Et là, parmi vous, des camarades qui, jusqu'ici, travaillent bien, ne vont plus bouder, ils vont augmenter la production. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? Un camarade qui produit plus de douzaines gagne comme celui qui produit moins de douzaines. Et il a le droit de se dire, mais puisque lui qui fait moins gagne comme moi, ben, c'est pas la peine. Il n'y a pas d'encouragement. Et nous travaillons sur des bases socialistes. Qu'appelez-vous les bases socialistes? Par exemple, l'organisation de la production, l'organisation sociale même de l'usine, les méthodes de travail, tout est à la base socialiste. Quelle a été exactement l'aide de la République populaire de Chine? Pour tout l'investissement, ça fait 1,4 milliard. Et c'est-à-dire que pratiquement tout ici est chinois, depuis le béton jusqu'aux lampes, en passant par les machines. Oui, tout est chinois, sauf les briques par exemple, les matériaux de construction comme du sable. Sinon, tout le reste est chinois. Est-ce qu'il y a encore ici des techniciens chinois? Il en reste une vingtaine. Eh bien, est-ce que maintenant vous êtes capable par vous-même de fonctionner complètement? Actuellement, comme vous avez eu l'occasion de le constater, dans presque toutes les sections, les ouvriers et les techniciens congolais essayent de prendre la relève et de travailler eux-mêmes. Qu'avez-vous retiré, vous, en tant que directeur de cette usine, de votre séjour dans Chine populaire qui a duré 1 an, qui était un stage en fait? Beaucoup de leçons techniques d'abord. Pour ce qui est de la formation humaine, j'ai beaucoup appris dans le domaine de la discipline par exemple et de la conscience professionnelle. C'est la première fois que vous travaillez? Oui, c'est ma première fois de travailler. Et quel effet ça vous fait? Comment? Quel effet ça vous fait de travailler? Ça m'est avantageux parce que je peux payer mes habits moi-même, telles que les autres femmes là qui sont mariées. Elles sont obligées de demander l'argent à leur mari, de fois on ne leur donne pas. Je voudrais revenir sur la question des Chinois. Par exemple, dans l'installation de l'usine de Kinsundi, où ils ont employé un matériel qui n'est pas très moderne, est-ce qu'en faisant cela, ils vous rendent service ou vous auraient-ils rendu un meilleur service en utilisant un matériel plus moderne? Je ne suis pas spécialiste dans les questions textiles, je ne puis donc vous répondre avec l'aisance souhaitée, mais je pense que dans un premier temps, voyez la structure. C'est déjà un mérite.
Je pense que si nous pouvions faire une historique pour savoir pourquoi cette structure est là, vous pouvez convenir que c'est déjà quelque chose. Voyez-vous, ce qui intéresse dans des pays comme ceux-ci, c'est qu'il y ait déjà quelque chose. À partir de là, nous pouvons soit améliorer, soit, si vous voulez, parfaire, mais une structure existe et elle rend service. Il est évident que c'est déjà énorme. Ça nous fait économiser, pas loin, si la chose devait tourner correctement et compte tenu des prévisions, l'économie en devise serait de l'ordre de 2 milliards de nos francs CFA. C'est déjà pas si mal. Vous voyez, c'est surtout cet aspect que nous devons voir avant de passer aux aspects, disons, de qualité. Oui, mais est-ce que c'est une bonne technique, enfin, d'utiliser de vieux matériel, peut-être pour faire travailler plus de gens d'ailleurs, et même produire d'une façon moins rentable? Oui, c'est un point de vue. Et c'est un peu le point de vue des Chinois. Ils sont nombreux. Et nous avons besoin de réduire notre chômage. Enfin, disons que ce problème ne me paraît pas fondamental dans l'état actuel de nos structures. Voyez-vous, nous n'avons pas d'industrie et c'est une petite industrie de transformation qui existe. Il est évident que nous aurions souhaité avoir quelque chose qui réponde au premier cri de la technique moderne. Mais nous nous sommes adressés un peu à tout le monde et il se trouve que les conditions faites par ce pays-là étaient, disons, de loin les plus satisfaisantes. Nous l'avons accepté. Vous savez, quand on parle des Chinois, on pense toujours contrepartie politique. Est-ce qu'à l'époque où vous étiez au pouvoir, cette contrepartie politique vous a été demandée? La contrepartie politique existe quelle que soit la forme d'aide et quel que soit le pays. Il est évident que si j'ai des bons termes avec un pays comme la France, votre pays, je vois mal comment je pourrais décemment traîner ce pays dans la boue sur la scène internationale au niveau de l'ONU, etc. Ce serait une inconséquence. Par égard, par amitié, ne fût-ce qu'en raison de cette espèce de coopération, nous sommes obligés de laver notre linge sale en famille, si vous voulez. Et je pense que dans tout état de cause, si on peut appeler cela contrepartie politique, elle existe. Ouais. Professeur, je voudrais vous poser aussi la question des réseaux de distribution. Il y a pratiquement dans ce pays des sociétés européennes qui ont un monopole de fait de la distribution de certains produits qui sont vitaux pour le pays. Or, ce pays est socialiste et il dépend donc étroitement de ces sociétés étrangères qui sont par exemple capables d'opérer un blocus économique. Oui, question pertinente, mais je pense que nous sommes là dans un domaine, disons, de quiproquo. Tout d'abord, le Congo n'est pas socialiste. Vous avez dit tout à l'heure vous-même, à juste titre, il faut se défier des mots. Je crois que le Congo souhaite construire une économie planifiée, une économie de type socialiste. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Sur le plan international, il se veut un fervent partisan de l'unité africaine. Il est de tous les grands rendez-vous régionaux et continentaux. Notre union, la nouvelle, je veux dire, basée sur l'uniformisation des codes et des tarifs douaniers, l'harmonisation de nos projets et programmes industriels, le développement progressif de nos échanges commerciaux intérieurs, que commande d'ailleurs la diversité de nos productions et de nos climats, est assurément la contribution la plus tangible et la plus efficace que nous pouvons apporter au continent pour la réalisation et la consolidation de son unité. Quoi qu'il en soit, les résultats que nous avons obtenus et les profits matériels et moraux que nos pays respectifs ont retirés de notre coopération, voire de notre vie commune dans l'Union douanière équatoriale,
pendant ces quelques 5 ans constitue, en ce qui nous concerne, un stimulant indéniable pour la nouvelle association de l'Union douanière et équatoriale d'Afrique centrale, UDEAC, que le Congo, quant à lui, appelle de tous ses vœux. Dans cette période de guerre froide, où le monde est coupé en 2 blocs, le Congo se rapproche de plus en plus des pays socialistes, notamment de Cuba et de la Chine, tout en s'éloignant des pays dits capitalistes. Nous avons été surpris de la mesure très brusque prise par le gouvernement américain de rappeler son personnel diplomatique. Comme nous l'avons expliqué, et nous n'avons jamais eu encore que le Congo, à l'heure actuelle, est l'un des pays africains qui reçoit le plus d'étrangers de tous les continents. Il faut simplement se trouver à Mayamaya pour se rendre compte de tout ce qui peut rentrer au Congo comme étranger. Alors, c'est drôle que ce soit simplement les États-Unis d'Amérique avec lesquels nous ayons eu des incidents un petit peu pour les questions de visa. Mais même si le président Massamba Deba entretient des rapports difficiles avec les nations du bloc de l'Ouest, il continue malgré tout de conserver des rapports courtois avec Paris qui perd peu à peu de l'influence. Il va même effectuer la traditionnelle visite au général de Gaulle à laquelle se pliaient tous les chefs d'État des nations francophones d'Afrique. Je crois que la coopération entre la France et le Congo n'a subi aucune modification. Nous avons reçu nos professeurs, nous avons reçu tous les agents d'assistance technique dont nous avions besoin et nous avons reçu l'assistance qu'il nous fallait dans tous les secteurs. En réalité, ce n'était pas pour cette coopération qui ne posait pas de problème que je suis venu ici, mais c'était plutôt le souci d'entretenir l'amitié qui m'a poussé de venir à Paris. Même s'il minimise ainsi le froid qui s'est installé entre Paris et Brazzaville depuis son accession à la présidence, il faut reconnaître qu'un fossé s'est creusé entre l'ancienne capitale française d'AEF, l'Afrique équatoriale française, et la France. Par ailleurs, au sein du mouvement national de la Révolution, il rencontre de plus en plus de difficultés avec son aile gauche qui veut un alignement franc aux côtés des socialistes. Le temps se couvre quelque peu pour l'ancien directeur d'école qui doit faire face à une jeunesse désireuse d'en découdre avec le système capitaliste mondial ou avec le néocolonialisme, à moins que ce soit tout simplement la soif du pouvoir qui l'excite. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial. Le peuple américain, je dois dire, est malade. Très malade. Je crois que pour le sauver, il a besoin du concours de tous les autres peuples. Et ce concours, il est très simple. Il s'agira d'inviter tout le peuple à réprouver tous les actes de piraterie, de guerre que commet, au nom de la liberté, soit dit, et même parfois même de la paix, que commet donc son gouvernement, qui a perdu toute notion de morale. Ce regard sans concession, sans diplomatie, sans langue de bois du président Alphonse Massamba Deba du Congo sur les États-Unis d'Amérique symbolise le virage amorcé par le jeune chef d'État d'Afrique centrale qui a pris les rênes du pays depuis le milieu de l'année 63. On est bien loin là du regard admiratif de la danse du ventre dont était coutumier son prédécesseur Fulbert Youlou, considéré comme trop proche de la France et à la solde des puissances du bloc de l'Ouest dans ces années de guerre froide. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite.
Plus vite. Forum FM 105.8. Et Alphonse Massamba Deba, que des syndicalistes putschistes sont allés chercher chez lui à Boko, dans son village, à une centaine de kilomètres de Brazzaville, pour installer à la tête de l'État. Décembre 1963, Massamba Deba, qui a réussi à faire voter par référendum une nouvelle constitution et qui a été élu à 100% des suffrages exprimés à la présidence de la République, va amorcer un rapprochement avec les nations du bloc de l'Est. Cuba est l'un de ses principaux amis. Il va également effectuer quelques voyages officiels dans des nations socialistes. À partir de la deuxième moitié de l'année 64, son gouvernement s'appuie sur le mouvement national de la révolution, le MNR, qui devient de fait le parti unique. L'idéologie du régime est clairement à gauche. Les membres du MNR et du gouvernement ne cachent pas leur hostilité au bloc occidental qu'ils critiquent à toutes les occasions. Monsieur Claude Ernest Ndala, quelles étaient les raisons de cette haine, de ce rejet de l'Occident? Étaient-ce les influences du bloc de l'Est? Vous voyez bien que avant 1963, avant le soulèvement d'août 1963, Brazzaville était à la tête du groupe de Morovia qui était devenu le groupe de Brazzaville. Et donc, à partir du moment où il y a ce changement dans le pays, où les forces de gauche prennent le pas sur le reste, mais il va de soi que la première chose à faire, c'est de faire du groupe de Brazzaville, qui était l'allié de l'époque du néocolonialisme, il fallait en faire une force autre. Et c'est comme ça, donc, les influences dont vous parlez ne viennent que bien après pour essayer de donner un vernis idéologique à une situation qui était propre dans le pays. Au sein du mouvement national de la révolution, le parti unique, le président doit calmer les ardeurs des radicaux qui souhaitent résolument faire du Congo une nation socialiste. Mais en réalité, Massamba Deba, même s'il est d'une sensibilité de gauche, n'est pas vraiment en faveur de l'instauration de ce que ses camarades syndicalistes appellent le socialisme scientifique. Avec un premier ministre, Pascal Lissouba, partisan déterminé de la socialisation du pays, il doit redresser une économie en faillite. La réputation d'intégrité de Massamba Deba est aussi solidement établie. Cette honnêteté et sa rigueur, reconnue de tous, va bousculer les habitudes. Il instaure une orthodoxie dans la gestion des affaires publiques, même s'il doit faire face à la tiédeur des investisseurs traditionnels du Congo, qui n'approuvent pas le rapprochement avec les nations socialistes. Avec lui, le Congo va connaître un début d'industrialisation et le niveau de vie de la population s'améliore. On voit apparaître quelques unités de production qui donnent du travail à des centaines de Congolais, comme l'usine textile de Kisundi, les palmeraies de Tumbi, l'usine d'allumettes de Betou, les chantiers de construction navale de Yoro et bien d'autres infrastructures. Il met également un accent sur la création des centres de santé. Ainsi, 2 sont créés à Brazzaville et 1 à Pointe-Noire. L'école, la scolarisation des Congolais est pour lui une priorité. Ainsi, il fait construire des collèges et des écoles primaires dans une grande partie du pays. C'est ce qui va donner au Congo à cette période le taux de scolarisation le plus élevé d'Afrique noire. Il va jusqu'à procéder à une nationalisation de toute l'éducation nationale. Alphonse Massamba Deba. En fait, l'enseignement privé, il n'existait presque plus d'enseignement privé. Effectivement, il n'existait plus d'enseignement privé puisque tous les maîtres, qu'ils portent la robe ou qu'ils n'en portent pas, et tous étaient payés par l'État pourvu qu'ils enseignent et que leur diplôme, n'est-ce pas, justifie qu'ils sont enseignants. L'État les prenait en charge, les payait comme des fonctionnaires. Et ils avaient leur promotion, etc. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire exactement si c'était de la nationalisation, mais c'est plutôt une régularisation d'une situation de fait qui existait. Ces initiatives de nationalisation ou de régularisation, c'est selon, et la proximité de plus en plus affichée avec la Chine de Mao, font peur aux investisseurs du bloc dit de l'Ouest. Vous savez que les jours que mon ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs qui est à mes côtés, avait eu les entretiens avec l'ambassadeur de Chine à Accra et qu'ils avaient convenu, n'est-ce pas, tous deux de pouvoir porter l'un l'autre, n'est-ce pas, les intentions d'établir des relations diplomatiques entre les deux pays. Alors, dès que nous avons lancé l'idée, automatiquement, on trouvait 10 000 Chinois à Brazzaville.
alors qu'en réalité, il y avait sans doute 3 ou 4 Chinois, mais qui sont les Chinois de Formose. C'était les Chinois de Formose à cette époque. Ceux-là, on ne parle pas d'eux. Cela ne constitue aucun péril. Les autres, oui. Pourtant, quelques mois après, ceux qui critiquaient, qui disaient redouter le péril jaune, vont nouer eux aussi des relations avec la Chine. Massamba Deba en profite pour faire remarquer que cela ne gêne personne, que personne ne parle du péril jaune qui menacerait la France. Nous sommes en 1964 et le général de Gaulle vient de sauter le pas à son tour. Je ne sais pas pourquoi cette nouvelle pourrait faire couler beaucoup d'encre, comme si c'était extraordinaire. C'est tout à fait dans la logique des faits même. Et je crois que réellement, le général de Gaulle, en faisant, si vous voulez, le premier pas, d'ailleurs, il n'est pas le premier à avoir fait ce pas, je pense. La Grande-Bretagne avait déjà reconnu la Chine, tout au moins, à une ambassade en Chine. Autrement dit, c'est en toute logique que la reconnaissance de la Chine n'était pas un fait nouveau. Ce qui est nouveau en revanche, c'est le changement de ton, le durcissement de politique vis-à-vis des grandes puissances occidentales. Non seulement il va rompre ses relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique, mais il va également progressivement, mais cela dans le calme et la diplomatie, faire partir les militaires français qui stationnaient dans son pays. Claude Ernest Ndala était un membre important du mouvement national de la Révolution, le MNR. Il a su nous débarrasser de la présence de l'armée française. Et c'est un tour de force qu'il réussit parce que ça se passe sans qu'il y ait de grands combats. Parce que quand nous demandions, nous au niveau de la jeunesse, nous demandions le départ de l'armée française, le général de Gaulle a demandé au président Massamba Deba en lui faisant une espèce de chantage en disant mais vous vous rendez compte, si l'armée française part, c'est plus de 10 000 emplois qui vont disparaître dans le paysage de votre pays. Mais le président Massamba Deba a répondu que le départ de l'armée française ou pas, ou son maintien, était une question franco-française et que lui n'avait pas d'avis à donner. Et vexé, le général de Gaulle a retiré ses troupes. Pour remplacer les investisseurs qui ne lui font plus crédit, qui préfèrent s'en aller avec l'alignement du pays à gauche, Massamba Deba va diversifier les aides étrangères en s'ouvrant notamment aux pays de l'Est, ce qui le conforte dans son option politique. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Pour nous, le socialisme, c'est une science. C'est comme les mathématiques. Lorsque vous préparez le bachot ou bien vous préparez une licence, toute l'année, vous faites des exercices pour acquérir une certaine maîtrise, une certaine habitude. Mais quand vous faites ces exercices, vous ne pouvez pas prétendre qu'à l'examen, vous tomberez sur un de ceux que vous avez déjà fait. Mais vous avez au moins l'espoir que vous tomberez sur un qui est analogue. C'est ainsi que nous étudions l'expérience de la Chine, de la République démocratique du Vietnam, de la République populaire démocratique de Corée, de Cuba, de l'Union soviétique et de tous les autres pays socialistes. Nous les étudions comme point de référence, comme repère. Mais pour nous, il n'est pas question de prendre le socialisme, l'édification du socialisme en Chine, en Union soviétique, à Cuba, en Roumanie ou ailleurs, comme modèle. Pour nous, nous pensons que la réalité ne peut pas être encadrée dans un cliché ou dans un modèle qu'on essaiera de reproduire un peu partout. Dans le défilé du 1er mai, j'ai vu un portrait de Staline. Staline, c'était un combattant, au même titre que Castro, le Che et tant d'autres. De plus, Staline a défendu et a approfondi le léninisme. Et à ce titre, nous lui devons du respect, comme nous en devons à Che Guevara, à Fidel Castro,
à Mao Tse-tung, à Lénine et à tous les autres grands hommes qui ont, par leurs efforts, par leurs actions, contribué à faire avancer l'humanité. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Avec le grand voisin du Congo démocratique, dont l'itinéraire politique est de plus en plus influencé par les velléités momboutistes, les rapports sont tendus. Le gouvernement de Moïse Tshombe expulse les ressortissants congolais vivant au Congo démocratique. En principe, rien ne pourrait s'opposer à ce que le problème congolais puisse trouver son règlement. De toute façon, qu'on le veuille ou non, si une autorité quelconque veut empêcher l'entente entre les deux peuples qui sont des peuples consanguins, des peuples frères au sens strict du mot, si une autorité, qu'elle soit congolaise ou extra-congolaise, voudrait empêcher ou voudrait créer une division au milieu de ce peuple, elle doit savoir que les gouvernements passent, mais les peuples restent. Et ceci va à l'adresse sans doute des autorités locales, comme aussi des puissances extérieures qui veulent s'immiscer dans les affaires congolaises. Dans cette période des années 60 où les relations entre les nations sont fortement influencées par l'appartenance à tel ou tel bloc idéologique, Alphonse Massamba Deba lutte contre ce conditionnement en entretenant des rapports étroits avec la plupart des nations africaines. Il privilégie les institutions et les organes régionaux qui sont plus au contact des réalités des peuples. S'illustre plutôt positivement sur le plan international, sur le plan intérieur, Massamba Deba doit faire face à une jeune garde politique congolaise avide de pouvoir qui se montre de plus en plus brutale et répressive. Des jeunes qui se sont regroupés au sein d'un mouvement baptisé Jeunesse du Mouvement National de la Révolution, le JMNR. Des jeunes de plus en plus nombreux et véhéments, endoctrinés par ceux que l'on appelait les enragés, par opposition aux modérés. Claude Ernest Ndala, ancien cadre du Mouvement National de la Révolution. Pratiquement pendant une année, nous avons réussi à mobiliser les jeunes qui subissaient eux une double exploitation. L'exploitation en tant que travailleur, mais aussi l'exploitation de la famille, parce que dans des sociétés hiérarchisées, le jeune n'a rien à dire, il doit obéir aux aînés. Donc, cela veut dire que dans votre conception, vous étiez contre les traditions africaines telles qu'elles conçoivent le droit de naissance et que vous vouliez casser cet ensemble de choses pour ressembler un peu plus, suivre un peu plus ce qui se passait du côté du bloc de l'Est, notamment en Chine. Non, mais c'est pas une question de mimétisme, mais c'est une question simplement de poser les problèmes tels qu'ils doivent être posés raisonnablement. Parce que maintenir les jeunes et les femmes comme étant, et les descendants d'esclaves patriarcaux, les maintenir comme étant des cadets sociaux, ça ne répondait pas à ce que nous voulions faire. Parce que nous voulions affranchir tout le monde de façon à ce que la participation à l'élan national soit la plus massive possible. Pour vous, ce communisme, ce socialisme scientifique était un peu le remède que vous vouliez apporter au tribalisme qui existait, à l'ethnocentrisme qui prévalait dans le pays? Mais bien sûr, mais parce que lorsque, vous voyez, chez nous, il fallait vaincre le quiproquo de l'indépendance. Lorsque les leaders comme Jacques Opango, Fulbert Youlou, Chikaya, Stéphane Tikele, Kikungangot, quand ils ont tous accepté de faire du moyen Congo situation artificielle, territoire artificiellement fabriqué par la colonisation, quand ils ont voulu faire de ce moyen Congo la République du Congo, en faire la patrie des Congolais, il y a eu
un quiproquo, parce que eux, quand ils parlaient nation, ils voyaient le moyen Congo devenu nation. Mais les gens qui les suivaient, pour eux, la patrie ou la patrie, c'est-à-dire le contenu affectif de la nation, pour eux, c'était le terroir. Donc, il y a ce quiproquo entre les dirigeants de l'époque et les populations. Pour les populations, la patrie, c'est là où les ancêtres sont enterrés, c'est-à-dire le terroir. Alors que pour les dirigeants, la patrie, c'était le moyen Congo devenu la République du Congo. Les jeunes enragés sont donc réunis au sein du JMNR, une horde de plus en plus véhémente. Bon, la JMNR, c'est la jeunesse du mouvement national de la Révolution. Et le congrès du MNR a lieu du 29 juin au 2 juillet 64 et le congrès de la JMNR a lieu du 4 au 6 août 1964. Donc la JMNR est le mouvement de jeunesse du parti dirigeant de l'époque, le mouvement national de la Révolution MNR. Cette JMNR, cette jeunesse du mouvement national de la Révolution, de plus en plus agressive, qui veut rompre avec la tradition, qui s'oppose au socialisme bantou que prône le président Massamba Deba, un socialisme plus respectueux des traditions africaines, qui intègre le christianisme, s'appuie sur une milice politique. Claude Ernest Ndala. La milice existe, c'est la défense, c'est le corps national de la défense civile. C'est le corps national de la défense civile qui est la milice dans le pays. Mais la JMNR est un mouvement de jeunesse, un mouvement purement politique. Mais c'est vrai que les éléments qui vont former la défense civile, le corps national de la défense civile, sont presque tous issus de la JMNR. Et donc, il n'y a pas de confusion. La JMNR n'est pas une milice. La JMNR est un mouvement de jeunesse politique. Martin Berry était secrétaire général de la JMNR. C'était donc l'un des leaders de cette jeunesse révolutionnaire. Qu'est-ce qui influençait ainsi les jeunes de votre pays? Qu'est-ce qui les rendait si hargneux, si impatients? Étaient-ce les hommes politiques locaux ou les événements dans le bloc de l'Est? À l'époque, il y a quelque chose qui a lourdement influencé, deux choses qui ont lourdement influencé la jeunesse de cette époque. La Sierra Maestra avec Fidel Castro. Il faut préciser que la Sierra Maestra, c'est la révolution menée par Fidel Castro à Cuba pour renverser le président Batista. Une guérilla qui a fait tomber un régime répressif en battant une armée loyaliste bien équipée. Alors, les jeunes se sont laissés emporter par cette épopée. Ils trouvaient très vite. Ils ont vu à travers les forces armées classiques une force ennemie. C'est une fantasme, maintenant c'est comme ça. Cette force sur la colonisation et tout le reste, donc c'était devenu la révolution. C'était décrété comme ça. Bon. Deuxièmement, les progrès fulgurants faits par le régime stalinien après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à ce qu'il soit indépendant des années 60, l'URSS était vécu comme le pays qui a pu traverser partie des stars d'une situation très arriérée pour devenir une grande puissance. Donc, on pensait que nous aussi, on était capables de faire le même bond. Donc, la jeunesse qui était là avait ça comme modèle. Alors, dès lors, il fallait faire des milices. Comme à Cuba, on a fait des milices. Il fallait mieux structurer ces milices. On a créé la défense civile. Mais avec toutes les bonnes intentions du monde, ce n'était pas fait pour, malheureusement, la qualité des hommes qu'on recrute dans ce genre d'histoire. Très souvent, on a du mal à leur donner l'esprit de discipline, etc. Et ça déborde très souvent. Et les débordements du JMNR, il y en avait beaucoup? Oui, les débordements, il y en a eu, oh là là, il y en a eu. Mais ce n'était pas de débordement idéologique. Attention. C'est parce qu'il y avait dans les rangs beaucoup de délinquants. Parce que la JMNR était un mouvement d'encadrement des jeunes délinquants aussi, qui commençaient à poser beaucoup de problèmes. Par exemple, il y avait des situations où ils se mêlaient des affaires de vie privée qu'ils ne regardaient pas. Où il y avait des affaires où, par prix excessif quelconque, ils arrivaient à faire du mal à quelqu'un qui plaçait un mot. Dans les villages, ils devenaient les vrais chefs. Ils avaient créé un rapport de force qui faisait qu'on les écoutait avant tout le monde.
Voilà. Mais la politique s'y est menée. Parce qu'il y a des hommes politiques qui, sous le couvert de la GMR, ont posé des actes absolument répréhensibles. Ces débordements des jeunes, Alphonse Massamba Deba n'en veut pas. Cela ne correspond pas vraiment à sa vision, à sa conception du socialisme. Et il le fait savoir à ceux qui, au sein du régime, instrumentalisent cette jeunesse. C'est le clash. Martin Berry, ancien secrétaire général de la jeunesse du Mouvement national de la Révolution. Dès le congrès du MNR, les divergences apparaissent. Le Congrès adopte le socialisme scientifique comme idéologie du parti. Au cours du meeting de clôture de ce congrès, le président Massamba Deba exprime sa réticence. Sans dire qu'il était contre, je vois que le rapport des forces ne lui permettait pas, mais enfin, il a vraiment mis haut et fort sa réticence. Au sortir de ce congrès, même si Massamba Deba conserve son fauteuil de président de la République et de secrétaire général du Mouvement national de la Révolution, son pouvoir et son influence s'effritent. Pour avoir laissé à l'écart du gouvernement les syndicats chrétiens, ils s'aliènent leur concours. Pour avoir tenté de modérer l'intransigeance des jeunes révolutionnaires du MNR, sans y parvenir totalement, il s'en fera des ennemis. Mais pour l'instant, l'on reste groupé. Il faut rester cohérent vis-à-vis des partenaires étrangers. C'est dans ces circonstances que le Che Guevara va arriver à Brazzaville en janvier 1965 pour rencontrer le président Massamba Deba. Claude Ernest Ndala, vous qui étiez un des membres importants du MNR, quelles étaient les raisons de la visite du Che Guevara à Brazzaville? Qu'est-ce qui a pu décider le Che à rendre visite au président du Congo? Bon, le Che est venu à Brazzaville 2 fois. Il est venu fin 64, début 65, officiellement, et il est revenu secrètement en 1965, un passage tellement secret que très peu de gens étaient au courant de ce second passage du Che à Brazzaville. Et c'est en ce moment-là que le Che est allé de l'autre côté, en RDC, où les gens l'ont baptisé Tatou, c'est-à-dire le 3e. Pourquoi le 3e? Parce que les gens qui étaient venus, ils étaient 3, dirigés par Francis Drake. Et ce qui était amusant, c'est que c'est Drake le commandement avait été confié à Drake, un noir, et à l'époque, en 65, pour les gens de la RDC, c'était vraiment, ils se disaient, mais ces gens-là viennent de quel pays où un noir dirige les blancs, où un noir dirige un blanc et un métis. Donc c'était à ce moment, c'était ça le deuxième voyage du Che, le deuxième passage du Che. Mais à la question que vous posez, c'est que en 1964, la situation du continent, avec la guerre froide et l'antagonisme Est-Ouest, l'antagonisme communisme-capitalisme, donc, et le Che est venu parce qu'il y avait des militaires cubains qui étaient venus nous donner un coup de main face à l'arrogance de Tshombe et tout, et de Mobutu qui voulait prendre la petite commune qu'est Brazzaville en 2 heures. Donc il y avait des militaires cubains ici, et le Che est venu pour voir un peu comment ces gens se conduisaient et renforcer un peu les liens de coopération entre l'île et nous. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. Premiers Jeux africains, 18-25 juillet 1965. Près du quart de la population de la capitale, soit 25 000 personnes, s'étaient donné rendez-vous en cette chaude après-midi de juillet au stade Omnisport de Brazzaville afin d'assister à la cérémonie d'ouverture des Premiers Jeux africains. Les hôtesses en pagne vert, jaune et rouge, couleur du Congo-Brazza, la gendarmerie nationale, casoar rouge, drapé dans un burnous de même couleur, la foule bigarrée à souhait, tous étaient prêts à assister à cette grandiose fête du sport,
la première du genre en Afrique, et qui allait durer 8 jours. 8 jours pendant lesquels les Congolais vont oublier leurs dissensions et vivre au rythme de la compétition et des exploits des sportifs venus de toutes les régions du continent à l'occasion de ces premiers Jeux africains. Moment de détente, de distraction qui masque mal les tensions qui couvent, qui cachent mal les difficultés qu'éprouve de plus en plus le président Massamba Deba. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. 8 jours pendant lesquels les Congolais vont oublier leurs divergences idéologiques et ethniques. 8 jours pendant lesquels le président Alphonse Massamba Deba, porté au pouvoir 2 ans plus tôt par les syndicalistes, va pouvoir bénéficier de la trêve que lui accorde le temps des Jeux africains, les radicaux, les enragés du mouvement national de la Révolution qui souhaitent un alignement plus clair dans le bloc de l'Est. 8 jours pendant lesquels le Congo, qui a abordé depuis son arrivée à la tête de l'État un alignement à l'Est, va être perçu comme un État africain tout court. 8 jours pendant lesquels le sport prend le dessus sur la politique. Le Congo-Brazzaville en ce mois de juillet 65 est en fête. Une fête qui cache mal, malgré tout, la tension qui prévaut au sein de la classe dirigeante. Je déclare la clôture solennelle des premiers Jeux africains qui se sont déroulés à Brazzaville du 18 au 25 juillet 1965. Rendez-vous à Bamako. La clôture par Massamba Deba de ces premiers Jeux africains sonne la fin de la récréation pour les dirigeants congolais de tous bords. Aussitôt, la politique reprend ses droits. Le président Massamba Deba, pressé par les radicaux qui souhaitent une socialisation de l'économie et de la politique, calquée sur le modèle des pays du bloc de l'Est, doit calmer les ardeurs d'une jeunesse fougueuse, de plus en plus violente et impatiente, réunie au sein du JMNR, la jeunesse du Mouvement national pour la Révolution, l'organe du parti unique. Il doit également calmer les ardeurs d'une milice politique, la défense civile, de plus en plus répressive et brutale. En réalité, le président Massamba Deba est confronté dans son propre mouvement à un dilemme. Les partisans de la ligne dure qui veulent l'instauration du socialisme tout de suite d'un côté, et une jeune garde qui instrumentalise la jeunesse du parti et la milice pour arriver à ses fins. Le point culminant de cette atmosphère a été atteint en février 1965, donc quelques mois avant les Jeux africains, par l'assassinat de 3 personnalités dont les positions ne sont pas du goût du pouvoir. 3 fonctionnaires. Passi Mouba, ancien journaliste, était de tous les déplacements du président Deba. Il y a eu 2 magistrats et un fonctionnaire, un directeur de l'agence, qui avaient été enlevés la nuit par des éléments irrévolutionnaires et qui sont exécutés au nord de Brazzaville. Ces 3 fonctionnaires sont donc Joseph Poibou, le président de la Cour suprême, Lazare Matsokota, le procureur de la République, et Anselme Massouemé, le directeur de l'Agence congolaise de l'information. Leur assassinat va considérablement ternir l'image du régime, notamment d'Alphonse Massamba Deba, à qui on veut faire porter le chapeau. La brutalité du régime le rend plus impopulaire que jamais. Massamba Deba est de plus en plus isolé. Passi Mouba, journaliste proche de Massamba Deba. Et ça fait tache d'huile entre Massamba Deba et les autres cadres. Ceux qui avaient participé ou commandité l'enlèvement, et lui, Massamba Deba, ça fait tache d'huile. La tension entre enragés et modérés au sein du mouvement national de la Révolution prend une ampleur inquiétante. Massamba Deba doit faire face aux luttes de factions de plus en plus violentes. D'un côté, les pro-Lissouba, le premier ministre, partisan de la socialisation de l'économie, et de l'autre, les pro-Noumazalaï, le premier secrétaire politique du MNR, considéré comme plus modéré. Il doit également faire face à l'activisme des officiers dits progressistes, conduit par un certain capitaine Marian Gouabi. C'est dans ce climat qu'une charte qui fait du MNR, le Mouvement national pour la Révolution, un organe étatique, est adoptée. Martin Berry, ancien secrétaire général de la JMNR, la jeunesse du Mouvement national de la Révolution. En 66, les problèmes commencent à aller mal. On adopte, donc ça veut dire que de façon sous-jacente, cette lutte qu'on qualifierait de gauche-droite ou de communistes, non-communistes, comme on veut, était couverte en quelque sorte. Et quand en 66, on adopte la charte qui fait de cette charte
une institution supraconstitutionnelle et qui donne au MNR la direction de l'État. Vous voyez, tout ce vocabulaire montre que la gauche l'avait emporté, montre que ceux qui étaient pour le socialisme scientifique avaient pris le dessus. Une fois de plus, le président Massamba Deba accepte la pilule, mais il attend ce moment. Entre le JMNR et les officiers de l'armée, l'épreuve de force s'engage alors qu'une centaine d'officiers et sous-officiers cubains hâtent la formation des milices populaires. Juin 1966, c'est le clash. Après les vives critiques du capitaine Marian Ngouabi contre le mouvement national révolutionnaire, le MNR, et son secrétaire général qui n'est autre que le président Massamba Deba, le chef de l'État réagit en dégradant l'officier et en l'affectant à Pointe-Noire. Monsieur Passimouba, journaliste très introduit à cette période auprès des autorités congolaises. En réponse, le président Marian Ngouabi affecte à Pointe-Noire le commandant Marian Ngouabi en 1966. Et pendant les manifestations des partisans du président Ngouabi sont allés saccager les sièges du bureau politique du MNR. Donc le Premier ministre, à l'époque, c'était M. Noumazalaï, a négocié avec ces gens-là le retour de la calmie. Mais qu'avait-il négocié en fait? C'est là le hic qui va maintenant encore le conflit entre Massamba Deba et Ngouabi. Non, Massamba Deba et Noumazalaï par la suite. Donc pour revenir au premier cité, c'est-à-dire Massamba Deba et Ngouabi, il y a eu un acharnement de Ngouabi, des trains ont été lancés, on les filait et tout, au point que Ngouabi était menacé de mort par les services de sécurité de l'autre. Un soir à Ouézé, on a posté des policiers, des bons tireurs pour surveiller la voiture Bémoué de M. Ngouabi qui allait passer par là. Et ils ont tiré sur la voiture quand la Bémoué passait. Et c'est un joueur de football qui a été atteint au dos, juste à la place où était censé être M. Ngouabi, et qui est mort. Alors là, la rivalité avait atteint une autre tournure. Le président Massamba Deba, qui est en voyage à Madagascar pour le sommet de l'OCAM, l'Organisation commune africaine et malgache, s'emploie à minimiser l'importance de ces événements et embarque rapidement dans son avion pour revenir à Brazzaville afin de reprendre la situation en main. Les événements, il faut dire que ce sont des événements, mais en tout cas, c'est peut-être de petits incidents. Je crois que leur attacher l'attribut d'événements serait un petit peu leur accorder une importance notoire. Il est vrai que, comme je le disais l'autre jour, à Addis Abeba, nos États sont très jeunes. Et ce sont des petits-enfants, si vous voulez, des bébés-nations. Et comme tels, ils ont des accès de fièvre. La moindre poussée de dents, n'est-ce pas, donne un accès de fièvre. C'est un petit peu ce qu'il faut voir. Et de toute façon, je crois qu'on ne doit pas attribuer ça à qui que ce soit. Monsieur le Président, on a beaucoup parlé de la JMNR et des soldats cubains à propos de ces événements. Qu'en est-il exactement? C'est pas sûrement la première fois qu'on parle de la JMNR ou des Cubains. La JMNR, d'abord, a eu suffisamment à faire parler d'elle. On a exagéré ses actes. Mais en ce qui nous concerne, nous pensons que la jeunesse du mouvement national de la Révolution, c'est-à-dire la jeunesse congolaise, est assez confiante en l'avenir et nous sommes tout à fait conscients du ferment, n'est-ce pas, positif qui est dans cette couche de la population. Et sans doute, quelques petits égarements ont pu être commis au début. Par exemple, ce déferlement dans les rues au moment de la Révolution, mais dans quel pays où se soit produit une révolution où il n'y a pas eu de déferlement de rue? Je crois que la JMNR est une organisation de jeunesse qui est actuellement très consciente et qui travaille pour le progrès de son pays. Et quant aux Cubains dont on parle, je ne sais pas pourquoi effectivement on parle tant des Cubains. Pourquoi on ne parlerait pas d'autres instructeurs militaires que nous avons, car ce ne sont pas les seuls instructeurs militaires que nous ayons. Nous en avons de beaucoup de nationalités et je crois qu'on pouvait parler de tous.
Mais je ne sais pas pourquoi un accent particulier a été mis sur les Cubains. C'est la question que je me pose moi-même. Même si le président Massamba Deba s'emploie à rassurer et à montrer qu'il tient encore la barre du navire Congo, il doit de plus en plus faire face à son aile dure. Les partisans du socialisme ont augmenté la pression. Pour les officiers de l'armée, il s'agissait de redresser la révolution, de l'arracher selon eux de la pente du socialisme bantou vers lequel elle déviait. Pour eux donc, le 31 juillet 1968 signifie fondamentalement le combat contre la déviation de la révolution. C'est pourquoi ils s'organisent avec un noyau révolutionnaire où le gros du travail se fait au niveau de l'armée, où le capitaine Marian Gwabi et ses amis peuvent jouer à fond la carte de la clandestinité. Réunion chez le sous-lieutenant Sassou Nguesso, chez le capitaine Marian Gwabi. Réunion à Wenze, à Potopoto, à Mongali, à Bakongo, les quartiers populaires de Brazzaville. Des intellectuels révolutionnaires prennent part à ces réunions. Il s'agit notamment des hommes comme Pierre Nzé, Ambroise Noumanzalaï, Martin Berry, Mungunga Ngila, Pascal Lissouba, Justin Lekunzu, Iti Osetumba. 29 juillet 1968, devant la montée en puissance de la contestation, Massamba Deba fait arrêter le capitaine Marian Gwabi, dissout l'Assemblée nationale et le bureau politique du MNR, puis suspend la Constitution de 1963. Les couteaux sont donc tirés. C'est la guerre ouverte entre les partisans au sein de la défense civile et une partie de l'armée. www.radiofrtdh.org. Je répète, radiofrtdh en un seul mot.org. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, la des hospitaliers. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, www.frtdh.org. Je répète, frtdh.org. Mesdemoiselles, salut. Très chers auditeurs, soyez les bien servis. Forum Radio Télé des droits de l'homme. Nous vous annonçons notre partenariat avec RFI Radio France Internationale. Vous diffusera les infos pour la santé et les archives d'Afrique et du monde pour une bonne et meilleure collaboration. Maître Chassé, défenseur des droits de l'homme, la voix de son voix, c'est son combat. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org.
ya Congo, mibali ya Congo, bilenge, bana mike. Tosepela mpona indépendance ya mboka na biso, République du Congo. Congo,